Quand la plupart des gens décident de commencer un nouveau jardin, ils commencent généralement avec une image mentale qui ressemble beaucoup à une ferme commerciale vue depuis une fenêtre d'autoroute. Vous imaginez ces longues rangées droites de maïs ou de haricots séparées par des bandes de terre propres et nues. Cela a l'air ordonné, cela a l'air efficace et cela donne l'impression que vous avez le contrôle total. Alors, vous sortez dans votre jardin. Vous retournez une parcelle d'herbe et vous ratissez ce sol jusqu'à ce qu'il soit parfaitement lisse. Vous plantez vos graines en file indienne comme des soldats au garde à vous, séparant le maïs dans un lit, les haricots dans un autre et la courge ailleurs complètement. Vous faites cela parce que c'est ce qu'on vous a appris que l'agriculture était censée être. Cependant, à l'arrivée du mois de juillet, cette image d'ordre se transforme généralement en un énorme casse-tête. Ce sol nu entre les rangées, qui avait l'air si propre en mai, est maintenant durci par le soleil et se fissure, laissant l'humidité s'échapper à flot. Ou bien, il est recouvert de mauvaises herbes qui se sont précipitées pour combler le vide, vous obligeant à passer vos soirées à genoux à les arracher. Les plantes elles-mêmes ont souvent l'air fatiguées, luttant pour résister au vent ou nécessitant une alimentation constante à partir d'un sac d'engrais juste pour maintenir leur couleur. Vous finissez par travailler 2 fois plus dur pour maintenir cette séparation parce que vous essayez d'appliquer une règle que la nature ne reconnaît pas. Cette lutte n'est pas le reflet de votre éthique de travail. Vous n'échouez pas parce que vous n'arrosez pas assez ou que vous ne désherbez pas assez. Vous luttez parce que le modèle industriel de l'agriculture, en rangée, est conçu pour les tracteurs, pas pour les systèmes de sol vivants. Dans la nature, vous ne voyez jamais une plante pousser seule, entourée de terre nue. La nature remplit chaque centimètre. Plus important encore, la nature construit des communautés. Les plantes ont évolué pendant des milliers d'années pour pousser en guildes, des groupes d'espèces différentes qui poussent ensemble, leurs racines s'entremêlant et leurs feuilles se chevauchant. Lorsque vous isolez une culture, vous la privez de ses alliés. Vous la forcez à se défendre seule, ce qui signifie que vous, le jardinier, devez intervenir et devenir le système de soutien. Vous devez fournir le support structurel, l'azote et l'ombre. Il existe une meilleure façon, qui a été perfectionnée sur ce continent bien avant la construction du premier tracteur. Cela nous oblige à cesser de penser en termes de rangées et à commencer à penser en termes de relations. Nous devons considérer notre jardin non pas comme un atelier où nous disposons des widgets, mais comme un système biologique où chaque plante a un travail à faire pour les autres. Lorsque nous cessons de séparer ces cultures et que nous commençons à les intégrer, nous cessons de lutter contre le jardin et nous commençons à le laisser travailler pour nous. Le but n'est pas seulement de cultiver du maïs, des haricots et des courges. Le but est de créer une parcelle de terre autonome où l'architecture des plantes elles-mêmes résout les problèmes d'eau, de fertilité et de mauvaises herbes. Cela commence par oublier la rangée et embrasser le monticule. Cette méthode est largement connue sous le nom des 3 sœurs, mais je veux que vous la considériez moins comme une technique de jardinage et plus comme la construction d'une maison. Lorsque vous structurez une maison, vous avez besoin d'une structure pour la soutenir. Vous avez besoin d'une isolation pour maintenir la bonne température et vous avez besoin d'un moyen de faire fonctionner le tout efficacement. Si vous essayez de construire un toit sans mur ou de monter des murs sans fondation, la maison s'effondrerait. La même logique s'applique ici. Nous ne faisons pas que planter 3 légumes différents dans la même terre. Nous assemblons une guilde. Une guilde est simplement un groupe de plantes qui travaillent ensemble pour assurer la survie de l'ensemble du groupe. Dans cette alliance, le maïs agit comme la structure verticale. Dans un jardin standard, vous pourriez enfoncer des piquets en bois ou installer des cages en fil de fer pour soutenir les plantes grimpantes.
Dans ce système, le maïs est le piquet. Il pousse droit et fort, fournissant une échelle naturelle pour que les haricots grimpent. Il soulève les haricots du sol humide, les éloignant de la pourriture et des parasites, et il le fait sans que vous ayez à acheter un seul morceau de bambou ou de ficelle. Le maïs est la colonne vertébrale. Les haricots sont le système de nutrition. Le maïs est un gros consommateur qui puise beaucoup d'énergie dans le sol. Si vous plantez du maïs seul année après année, il laisse le sol épuisé et affamé. Mais les haricots ont une capacité spéciale que la plupart des plantes n'ont pas. Ils peuvent extraire l'azote, un engrais essentiel, directement de l'air et le fixer dans le sol par leurs racines. Ils paient essentiellement un loyer pour le treillis que fournit le maïs. Pendant que le maïs s'élève haut, les haricots travaillent en sous la surface, nourrissant la terre même qui soutient le maïs. C'est un cycle de donner et de recevoir. Ensuite, il y a la courge. La courge est la couche protectrice, le paillis vivant. Si vous avez déjà cultivé des citrouilles ou des courges d'hiver, vous savez qu'elles ont des feuilles massives et larges qui sont rugueuses au toucher. Dans cette guilde, la courge s'étale le long du sol, créant une canopée dense au-dessus du sol. Cette ombre empêche le soleil de cuire la terre, emprisonnant l'humidité fraîche dont le maïs assoiffé a besoin. Mais elle fait plus que de l'ombre. Les tiges et les feuilles piquantes agissent comme une barrière physique. Les ratons laveurs et autres créatures qui pourraient vouloir piller vos plants de maïs n'aiment pas marcher dans cet enchevêtrement de vignes épineuses. La courge défend le périmètre. Lorsque vous mettez ces trois éléments ensemble, vous cessez de les considérer comme des cultures individuelles en compétition pour l'espace, et vous commencez à voir une machine. Le maïs soulève, le haricot nourrit et la courge protège. Vous ne les forcez pas à coexister. Vous restaurez un partenariat qui fonctionne depuis des milliers d'années. Ce changement de perspective est l'outil le plus important dont vous disposez. Une fois que vous comprenez que les plantes essaient de s'entraider, votre travail change. Vous cessez d'être le dictateur du jardin et vous commencez à en être le facilitateur. Vous ne faites que préparer le terrain pour qu'elles fassent ce qu'elles savent déjà faire. Alors, comment commencer concrètement? Nous ne commençons pas par labourer un rectangle massif. Nous commençons par un seul monticule. C'est la base de tout le système. Dans un jardin traditionnel en rang, le sol est plat, ce qui signifie qu'il reste froid plus longtemps au printemps et qu'il peut être gorgé d'eau en cas de forte pluie. Mais nous construisons un microclimat. Nous voulons rassembler la terre pour former une colline à sommet plat. Vous voulez que ce monticule soit substantiel, d'environ 1,2 à 1,5 mètres de diamètre à la base et d'environ 25 à 30 cm de haut. Pensez-y moins comme à une pyramide pointue, et plus comme à un plateau bas. Il y a une raison pratique à cette forme. En relevant le sol, vous améliorez immédiatement le drainage. L'eau s'écoulera des tiges de vos plantes, empêchant ainsi la pourriture pendant ces semaines de printemps humides. Mais surtout, un monticule se réchauffe plus vite qu'un sol plat. Le soleil frappe les côtés et le sommet, ce qui augmente la température du sol plus tôt dans la saison. Le maïs est une culture qui aime la chaleur. Il n'aime pas avoir froid aux pieds. En lui donnant cette plateforme chaude et surélevée, vous donnez l'impression au maïs que l'été est arrivé un peu plus tôt qu'il ne l'est en réalité. Une fois que votre monticule est formé et que le sommet est aplati, il est temps pour la première sœur d'entrer en scène. C'est là que la patience est mise à l'épreuve. Beaucoup de gens s'enthousiasment et veulent mettre toutes les graines en terre le même samedi après-midi. Si vous faites cela, le système échouera. Les haricots pousseront plus vite que le maïs, l'envahiront et le feront tomber, avant même qu'il n'ait eu la chance de se tenir droit.
Le maïs doit passer en premier. Il a besoin d'une longueur d'avance sur le sommet plat de votre monticule. Vous n'allez pas planter une seule graine. Le maïs est pollinisé par le vent. Il doit être proche d'autres tiges de maïs pour produire un épi entier. Si vous plantez une seule tige, vous n'obtiendrez pas de maïs. Nous plantons donc en cercle. Marquez un cercle d'environ 60 cm de diamètre, juste au sommet de ce monticule. Le long du périmètre de ce cercle, plantez environ 6 à 8 graines de maïs. Espacez-les uniformément, enfoncez-les d'environ 2,5 cm dans le sol et recouvrez-les. Maintenant, vous attendez. C'est la partie la plus difficile pour un nouveau jardinier. Vous devez laisser les semaines passer. Vous surveillez la germination, vous surveillez les premières pousses vertes qui apparaissent. Vous avez besoin que le maïs établisse un système racinaire solide et une tige épaisse et robuste. Nous recherchons de la hauteur ici. Nous attendons généralement que le maïs atteigne environ 15 cm de haut, à peu près la hauteur d'une main, avant même de penser à introduire la sœur suivante. Cette avance permet de s'assurer que le maïs est toujours physiquement en avance sur les haricots, conservant ainsi son rôle de support structurel dominant. Tant que le maïs n'atteint pas la hauteur du genou d'une sauterelle, les autres graines restent dans le paquet. Une fois que votre maïs mesure environ 15 à 30 cm de haut, qu'il est suffisamment fort pour ne pas se balancer désespérément dans une légère brise, il est temps de présenter la deuxième sœur. Cela se produit généralement environ 2 à 3 semaines après avoir mis le maïs en terre, selon la chaleur de votre printemps. Ce timing fait la différence entre la réussite et un gâchis emmêlé. Si les haricots sont plantés trop tôt, ils entraîneront le maïs vers le bas. S'ils sont plantés trop tard, ils n'auront pas le temps de mûrir. Nous recherchons le moment idéal où le maïs a établi sa dominance dans le monticule. Lorsque vous allez au magasin pour acheter vos graines, vous devez être prudent. Vous recherchez spécifiquement des haricots à rames. N'achetez pas de haricots nains. Les haricots nains sont cultivés pour rester bas et compacts. Ils sont pratiques pour la récolte mécanique, mais dans une guilde, ils sont inutiles. Nous avons besoin de grimpantes. Nous avons besoin de haricots qui ont l'instinct d'atteindre le ciel. Planter les haricots est simple, mais la précision est importante. Vous ne faites pas que les éparpiller. Vous voulez planter les haricots uniformément autour du cercle de maïs que vous avez déjà établi. Je plante généralement 4 à 6 graines de haricots dans le monticule, en les plaçant dans les espaces entre les tiges de maïs. Vous les voulez à environ 7 cm des plants de maïs. Cette proximité est vitale. Lorsque ce germe de haricot perce la surface et envoie son premier vrille chercheur, il doit trouver immédiatement la tige de maïs. S'il est trop loin, il rampera le long du sol et se perdra. Nous voulons qu'il atteigne cette tige de maïs verticale et commence instinctivement à spiraler vers le haut. Au fur et à mesure que la saison avance, vous verrez les vignes de haricots s'enrouler étroitement autour du maïs. Cela renforce en fait le maïs. Une tige de maïs solitaire est vulnérable au vent fort, elle peut se casser ou être renversée. Mais lorsque vous avez des tiges de maïs liées ensemble par des vignes de haricots fortes et fibreuses, elles agissent comme une seule unité tissée. Elles se soutiennent mutuellement. Le maïs soutient le haricot et le haricot ancre le maïs. Alors que ce travail structurel visible se déroule au-dessus du sol, la deuxième sœur fait son travail le plus important, sous terre. C'est la partie qui a changé ma façon de voir le sol. Le maïs est un grand consommateur et un glouton d'azote. Il dépouillera votre sol de sa fertilité en une seule saison si vous le laissez faire. Les haricots, cependant, sont des fixateurs d'azote, grâce à une relation avec des bactéries dans le sol. Les racines de haricots peuvent en fait extraire l'azote de l'air et le convertir en une forme que les plantes peuvent utiliser.
Ils fabriquent essentiellement de l'engrais à partir de rien et le déposent directement aux racines du maïs affamé. Le maïs fournit l'ascenseur et les haricots fournissent le déjeuner. C'est une boucle fermée de soutien qui ne nécessite aucune intervention de votre part. Environ une semaine après que les haricots ont germé, ou à peu près au moment où ils commencent à chercher cette tige de maïs à agripper, nous faisons entrer la troisième sœur. C'est la courge. Vous pouvez utiliser des citrouilles, des courges d'hiver ou même des gourdes, mais vous voulez une variété grimpante, pas une variété buissonnante. Nous ne les plantons pas dans le cercle avec le maïs et les haricots. Si nous le faisions, ils encombreraient le centre et couperaient la circulation de l'air. Au lieu de cela, nous plantons les graines de courge autour du périmètre du monticule, juste sur les épaules en pente ou juste à la base. La courge est le paillis vivant. Dans un jardin standard, vous pourriez apporter des sacs de copeaux de bois ou de paille pour couvrir la terre nue. Ici, la plante fait le travail à votre place. Au fur et à mesure que la courge pousse, elle ne grimpe pas, elle rampe. Elle envoie de grandes et larges feuilles vers l'extérieur, couvrant le sol autour du monticule. Ces feuilles agissent comme un parapluie. Elles empêchent la lumière du soleil d'atteindre la terre, ce qui a deux conséquences. Premièrement, cela empêche les mauvaises herbes de germer, car elles ne peuvent pas obtenir de lumière pour se développer. Deuxièmement, et c'est le plus important, cela maintient le sol frais et humide. Le maïs a soif. En couvrant le sol, la courge s'assure que l'eau que vous donnez au jardin reste dans le sol, au lieu de s'évaporer dans l'air estival. Mais la courge offre une couche de défense supplémentaire, une armure. Si vous avez déjà traversé un champ de citrouilles en short, vous savez que les vignes de courge sont couvertes de poils raides et piquants. Elles sont désagréables au toucher. Eh bien, les créatures affamées comme les ratons laveurs ne les aiment pas non plus. Les ratons laveurs sont intelligents et ils adorent le maïs sucré, mais ils ont des pattes sensibles. Ils ne traversent généralement pas une barrière de vignes de courge piquantes pour atteindre les tiges de maïs au centre. Ainsi, en plantant la courge à l'extérieur, vous construisez une forteresse épineuse autour de votre précieuse récolte. Le maïs s'élève, le haricot nourrit et la courge protège. La guilde est maintenant complète. Nous entrons maintenant dans la canicule. C'est généralement le moment où la passion du jardinage s'estompe pour la plupart des gens. La chaleur est accablante, les insectes sont de sortie, et les mauvaises herbes dans un jardin, en rang traditionnel, poussent plus vite que vous ne pouvez les arracher. Mais c'est là que la guilde des trois sœurs commence à briller. C'est le moment où vous prenez du recul et réalisez que vous avez construit un système qui prend largement soin de lui-même. Le rythme de votre travail passe de la construction active à l'observation passive. Vous ne forcez plus le jardin à pousser, vous vous contentez de le regarder travailler. La première chose que vous remarquerez, c'est l'eau. Dans un jardin en rang standard avec de la terre exposée, vous pourriez être dehors tous les soirs avec un tuyau pour essayer d'empêcher le sol de se transformer en poussière. Mais marchez jusqu'à votre monticule, enfoncez votre doigt dans la canopée de feuilles de courge et touchez le sol. Même par un chaud après-midi de juillet, cette terre sera probablement fraîche et humide. Cette armure de courge fait son travail. Pour cette raison, vous n'avez pas besoin d'arroser aussi souvent. Lorsque vous arrosez en profondeur, en trempant la base du monticule, afin que les racines poursuivent cette humidité vers le bas. Mais vous ne menez pas une bataille quotidienne contre l'évaporation. Vous travaillez avec un réservoir, pas une passoire. Visuellement, le monticule va changer, et cela peut être déroutant si vous êtes habitué à des lignes nettes. Il va paraître sauvage. Il va ressembler à un enchevêtrement de chaos vert. Les haricots seront suspendus au maïs comme des ornements,
Les vignes de courge grimperont les unes sur les autres, et vous ne pourrez peut-être pas voir le sol du tout. Ne paniquez pas, c'est à cela que ressemble l'abondance. Un jardin bien rangé est souvent un jardin stérile. Un jardin désordonné est généralement grouillant de vie. Résistez à l'envie de le tailler ou de le nettoyer. Laissez les vignes s'étaler. Laissez les feuilles se chevaucher. Cette densité est exactement ce qui protège les cultures du soleil brûlant et des vents violents. Vos tâches d'entretien sont minimes. Maintenant, vous pourriez avoir besoin de guider une vrille de haricots égarée vers une tige de maïs si elle commence à s'éloigner. Vous pourriez voir une mauvaise herbe persistante percer les feuilles de courge. Il suffit de l'arracher. Il n'y en aura pas beaucoup. La plupart du temps, vous vérifiez la santé. Vous regardez la couleur des feuilles de maïs. Sont-elles d'un vert foncé et riche? Cela signifie que les haricots fixent suffisamment d'azote. Le maïs est-il droit après un orage? Cela signifie que les racines sont ancrées. Vous êtes passé du statut de travailleur à celui de gestionnaire. Vous avez fait confiance aux plantes pour faire leur travail, et maintenant, elles vous rendent cette confiance par leur résilience. Vous pouvez vous asseoir sur le porche avec un verre de thé glacé et regarder ce monticule, en sachant que pendant que le jardinier en rang au bout de la rue transpire sur une houe, votre jardin prospère tranquillement, selon ses propres conditions. Alors que les jours raccourcissent et que l'air devient vif, la guilde offre sa générosité. Mais contrairement à une sortie à l'épicerie, cette récolte ne se fait pas d'un seul coup. C'est un déploiement lent et délibéré qui respecte les différents rythmes des plantes. Tout d'abord, vous pouvez prendre la courge d'hiver. Vous attendez que les vignes se soient fanées et que les tiges deviennent liégeuses et sèches, signalant que le fruit a durci et est prêt à reposer sur l'étagère de votre garde-manger pendant des mois. Ensuite, viennent les haricots. Si vous avez planté des haricots secs pour le stockage, vous écoutez le cliquetis. Lorsque les gousses sont brunes et cassantes, vous les écalez, en tenant une poignée de protéines qui nourriront votre famille lorsque la neige tombera. Enfin, le maïs. Si vous avez cultivé du maïs à farine ou du maïs dur, vous le laissez debout jusqu'à ce que les enveloppes soient sèches comme du papier, recueillant ainsi la dernière énergie de l'été. Vous récoltez plus que de simples calories. Vous récoltez de la sécurité. Cependant, le moment le plus critique de toute l'année se produit après que vous ayez rentré les paniers à l'intérieur. C'est là que la plupart des jardiniers modernes commettent leur dernière erreur. Ils regardent le jardin maintenant, brun, fané et emmêlé, et ils voient un désordre qui doit être nettoyé. Ils sortent avec de gros gants, arrachent les tiges de maïs par les racines, déchirent les vignes de haricots et emportent le tout dans un tas de compost, ou pire, le mettent dans des sacs pour que la ville l'enlève. Ils traitent les résidus de récolte comme des déchets, mais vous devez regarder ces plantes mortes et y voir un compte bancaire. Ces tiges de maïs sont du carbone dense. Ces racines de haricots laissées sous terre retiennent encore de petits nodules d'azote. Les feuilles de courge sont une riche matière organique. Si vous les arrachez et les emportez, vous privez le sol des nutriments mêmes qu'il a passé toute la saison à créer. Vous brisez le cycle. Au lieu de nettoyer, je veux que vous pratiquiez ce que nous appelons couper et déposer. Prenez une paire de cisailles tranchantes et coupez les tiges de maïs et les vignes de haricots juste au niveau du sol. Ne retirez pas les racines. Laissez-les pourrir dans le sol. En se décomposant pendant l'hiver, ils libéreront cet azote et créeront des tunnels microscopiques pour que l'air et l'eau pénètrent dans la terre dense. Prenez les tiges et les vignes que vous avez coupées, coupez-les en morceaux faciles à manipuler et replacez-les sur le monticule. Vous bordez essentiellement le jardin pour la nuit.
Vous reconstruisez la couche de paillis. Pendant l'hiver, la neige et la pluie décomposeront ce matériau, restituant ses nutriments directement dans le monticule. Vous ne vous contentez pas de prendre à la terre, vous bouclez la boucle. Quand le printemps arrivera, vous n'aurez pas besoin de labourer. Vous n'aurez pas besoin d'acheter des sacs d'engrais. Vous vous promènerez jusqu'à un monticule qui est doux, riche et prêt à recommencer. Je sais ce que vous pensez. Vous regardez votre jardin et vous faites le calcul. Vous calculez combien de monticules vous pouvez aménager, combien de boisseaux de maïs vous pouvez stocker et combien d'argent vous pouvez économiser à l'épicerie cette année. Vous êtes prêt à vous lancer à fond. Je vais vous demander de faire la chose la plus difficile possible. Arrêtez. Ne labourez pas tout votre jardin. N'achetez pas 5 livres de semences de maïs. Si vous essayez de gérer 20 monticules dès votre première année, vous serez dépassé. Les mauvaises herbes gagneront et vous vous direz que le système ne fonctionne pas. Au lieu de cela, je veux que vous commenciez avec un seul monticule. Trouvez un endroit ensoleillé dans le coin de votre jardin, peut-être une parcelle d'herbe de seulement 4 pieds sur 4 pieds. C'est tout ce dont vous avez besoin. Construisez un monticule. Plantez un cercle de maïs. Prenez soin d'une famille de plantes. Cette approche change la donne. Si vous faites une erreur, si vous plantez les haricots trop tôt et qu'ils tirent le maïs vers le bas, ou si les cryocères de la courge vous trouvent, vous n'avez pas perdu votre réserve de nourriture pour l'hiver. Vous avez simplement appris une leçon, à petite échelle. Vous pouvez vous tenir au-dessus de ce seul monticule et vraiment observer ce qui se passe. Vous pouvez apprendre le calendrier de votre climat spécifique sans la pression de gérer une ferme. Vous vous donnez la permission d'apprendre le rythme avant d'essayer de jouer la chanson. Le jardinage n'est pas une course. C'est une relation de toute une vie avec la terre. Si vous réussissez avec un seul monticule cette année, vous aurez la confiance et les graines nécessaires pour planter 3 monticules l'année prochaine, puis 5, puis 10. L'objectif n'est pas de devenir indépendant de l'épicerie d'ici octobre. L'objectif est de développer un ensemble de compétences qui durent toute votre vie. Alors, posez la motobineuse, prenez une pelle et faites juste un monticule. C'est ainsi que commence tout héritage. Si cette sagesse ancienne a changé votre façon de voir les plantes dans votre jardin, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous dévoilons l'histoire qui a été presque oubliée. Plantez votre avenir dès aujourd'hui. Le prochain trésor de la terre sera bientôt révélé.